Bonjour, voici une vidéo qui porte sur un sujet qui est un peu particulier. Quand on voit le pont Jacques-Cartier, il y a une courbe à l'entrée. On se demande bien pourquoi il y a une courbe. C'est en raison d'un monsieur entêté. On va voir un peu pourquoi ça peut être amusant de connaître cette histoire-là. Alors, pourquoi il y a une courbe dans le pont Jacques-Cartier? Et aussi, j'ai une petite devinette pour vous. Je vais vous présenter des édifices dans les prochaines diapositives. Et il y a un lien avec cette courbe-là dans le pont. Alors, quel est le lien entre cette courbe et les édifices qui suivent? Vous avez par exemple l'ancienne bibliothèque Saint-Sulpice qui est toujours là, mais qui n'est plus une bibliothèque. C'est la bibliothèque Saint-Sulpice, c'était les Sulpiciens qui l'avaient ouvert et c'était situé dans le quartier latin. Vous savez, l'appellation quartier latin, ça vient du fait qu'il y avait des institutions de savoir avant qu'on ait l'UQAM et le Cégep du Vieux-Montréal. Il y avait déjà eu l'Université de Laval à Montréal, qui va devenir un jour l'Université de Montréal et qui va déménager sur la montagne. Mais tout ça avait commencé dans le quartier latin. Quartier latin parce que les gens lettrés connaissent le latin. Alors, de là l'appellation quartier latin. C'est une belle architecture de style Beaux-Arts. C'est un édifice vraiment exceptionnel. On espère qu'on va y trouver une fonction. Et l'architecte qui le réalise, c'est un architecte fort intéressant, Eugène Payette, un architecte du début du 20e siècle. Alors, la bibliothèque Saint-Sulpice. Si on monte la côte et on se ramasse sur la rue Sherbrooke, on va trouver l'ancienne bibliothèque centrale qui va déménager à la grande bibliothèque, maintenant dans le quartier latin maintenant. Euh, C'était une bibliothèque où on avait de l'audiovisuel, des livres. C'était une des plus grandes bibliothèques qu'on avait à Montréal, publique, francophone. Il y avait des bibliothèques anglophones chez les protestants, mais chez les Canadiens français, c'est vraiment une des premières grandes institutions où on fait du prêt de livres et aussi de la diffusion de culture. Il y avait des projections de films aussi. Alors, l'histoire du bâtiment est vraiment intéressante. C'est un architecte, une architecture, pardon, vraiment intéressante. Toujours dans le style Beaux-Arts. Le style Beaux-Arts, c'est souvent la symétrie puis les grands volumes. Comme sur le dessus, là, on va voir une balustrade. On augmente le volume. On pourrait penser que c'est une balustrade parce qu'il y a une terrasse en haut. Pas du tout. C'est seulement pour donner encore plus d'ampleur à l'édifice. Alors, c'est vraiment dans le propre du style Beaux-Arts. Depuis sa nouvelle fonction, c'est là que réside le des Arts de Montréal et le Conseil du patrimoine. Et aussi, on retrouve en dessous l'édifice, parce que c'est un édifice qui est en haut de la côte, fait que si on descend, en dessous, on retrouve l'ancien costumier de Radio-Canada, qui a été, euh, après des coupes gouvernementales, ça a été grâce à des partenaires, on réussi à récupérer toute la collection et c'est à cet endroit. Alors, sur la rue Sherbrooke. L'architecte, c'est toujours Eugène Payette. C'est un architecte vraiment intéressant parce que les architectes du début du 20e siècle à Montréal, dans la région montréalaise, et pas juste à Montréal, aussi dans les villes, ils vont façonner le visage que les villes ont maintenant. Souvent, on va voir des écoles, des bibliothèques, des casernes de pompiers, des bâtiments d'utilité publique. Et c'est des architectes qui ont été formés dans des écoles, pour dire, d'ici, formés par l'État ou dans le monde canadien-français. Alors, c'est vraiment la fonction publique, les édifices publics. C'est là qu'on va retrouver beaucoup d'architectes canadiens-français. Tandis que chez les anglophones, on va les retrouver, par exemple, surtout dans le monde privé. Ça ne dit pas qu'ils ne font pas des bâtiments publics, mais chez les architectes, les ingénieurs canadiens-français, on va les retrouver beaucoup au début du 20e siècle, fin 19e un petit peu aussi, à construire des bâtiments publics comme la bibliothèque, une caserne de pompiers, parfois des églises aussi. Alors, c'est vraiment intéressant de voir les architectes et les francophones et les architectes anglophones, quel était le marché à l'époque, ce qui représente vraiment la dominance économique des anglo-saxons à une certaine époque. On s'en va un peu plus vers le nord, sur le boulevard Crémazie, la rue Crémazie, pardon. C'est le collège André Grasset, construit par les Sulpiciens aussi. C'est encore l'architecte Eugène Payette. Je pense que vous commencez à deviner la réponse à ma question. Et c'est un bâtiment qui va être construit sur la terre des Sulpiciens. C'était un lieu qui n'avait rien. À l'époque, en 1930, c'est des champs d'à peu près du métropolitain jusqu'au boulevard Henri Bourassa.
Sinon, le village qu'on retrouvait dans ce coin-là, il est sur le boulevard Gouin. Tout ce qui est au sud du boulevard Gouin, c'est la campagne. Il y avait la ferme des Sulpiciens, qu'on appelle le domaine Saint-Sulpice, où il y a eu beaucoup de construction aussi de coopératives d'habitation. Alors, c'est un bel édifice qu'on retrouve d'un style très classique, le collège André Grasset. Et l'ancienne fabrique de savon Barsalou. Une compagnie qui était très connue, très répandue pour ses produits d'hygiène publique, d'hygiène produits corporels, pas public. Alors, c'est construit sur la rue de Delorimier en 1910. Alors, ça a été jusque dans les années 40, la compagnie Barsalou. Plus tard, il y a eu la compagnie Familex et maintenant, ça a d'autres fonctions. C'est encore l'architecte Eugène Payette. Fait que vous êtes probablement en train de deviner la réponse. Les bâtiments en commun, c'est Eugène Payette qui les a tous réalisés. Et la fabrique de savon, c'est quand il va la bâtir en 1910. Ben, quand on construit le pont en 1930, on exproprie beaucoup de choses parce que le centre-sud, le coin qu'on appelait Sainte-Marie, qu'on appelle toujours Sainte-Marie, c'est très densément loti, là. Il y a beaucoup d'habitations, d'industries, de commerce. Fait qu'il y a beaucoup d'expropriations à faire. Puis il y en a un qui va refuser, c'est le propriétaire de la fabrique de savon, Barsalou, qui va rien savoir. Hector Barsalou, l'entêté, va faire contourner. D'ailleurs, on voit à l'image la construction du pont du Havre en 1930, qu'on va rebaptiser en 1934 le pont Jacques-Cartier, parce que ça va faire 400 ans que Jacques-Cartier était venu au Canada en 1534. Alors, on peut voir, vous voyez les piliers de l'entrée du pont. Fait que c'est pas aligné en ligne droite, là, c'est pour la coupe, c'est pour contourner l'usine de M. Barsalou. Alors, l'entreprise Barcelou, c'est quand même chez des gens peut-être d'un certain âge, qu'on appelle des vieux, dans un certain milieu. C'est une compagnie qui a marqué beaucoup de gens. La barre de savon avec la tête de cheval, comme on voit ici, beaucoup de gens, c'est des souvenirs, là. C'est une compagnie qui avait ouvert ses activités en 1875 et il achète le terrain sur Delorimier en 1910. La compagnie est vendue en 1935 à Procter Gamble qui vont continuer les activités, mais ils décident de déplacer la fabrication et la fabrique est vendue en 1943. C'est là que la compagnie Familex va prendre possession des lieux. La compagnie Familex faisait des produits d'entretien ménager pas mal. Ils faisaient d'autres choses, mais principalement de l'entretien ménager. Fait que voilà pourquoi il y a une courbe à l'entrée du pont Jacques-Cartier, en raison d'Hector Barcelou et sa fabrique de savon, mais surtout en raison de sa tête dure. Alors, vous voulez en savoir davantage? Allez visiter mon site web. Vous allez voir des chroniques, des vidéos sur l'histoire de Montréal et de la région aussi. Et aussi mon calendrier de visites guidées. En printemps, été, automne, je donne beaucoup de visites guidées dans divers quartiers montréalais, du nord au sud, d'est en ouest, et des conférences, etc., etc. Alors, ça a été un plaisir. J'espère que ça vous a plu. Salut, à la prochaine.